Bonjour à tous, mon nom est Randall Duc. Donc ensemble, on va regarder le cours Introduction à la théorie de l'intégration et éléments d'analyse. Donc voici mon nom, une adresse email où vous pouvez me joindre si jamais vous avez des questions à me poser. Donc n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Et aussi, dans ce cours, sachez que vous avez un certain nombre de matériaux pédagogiques et qu'entre autres, parmi les matériaux que je vous propose, il y a des vidéos que vous pouvez trouver sur une chaîne YouTube qui est anciennement noté maths, etc. Mais maintenant, j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus direct. Donc, cette chaîne s'appelle simplement, c'est ma chaîne, donc ça s'appelle simplement Randall Duc. Vous cherchez sur YouTube et vous trouvez donc cette chaîne avec un certain nombre de vidéos, soit liées à ce cours, soit liées aux mathématiques d'une façon un petit peu plus générale. Voilà. Très bien, donc commençons aujourd'hui. Donc on va minimiser un petit peu. Hop, et on va se placer, mettons ici, et je vais vous parler un petit peu donc, du plan d'aujourd'hui. Donc ça va se décomposer en fait en 4 sous-parties. On va parler déjà d'espace mesurable, avec une définition qui va être très importante, qui est la définition d'une tribu. On va parler de 2 propriétés, enfin en tout cas une autre définition qui est l'attribut engendré, et une propriété de stabilité par réunion dénombrable sur laquelle je voudrais m'étendre un peu plus. Ensuite, sur la deuxième sous-partie, on va s'intéresser aux mesures. À partir du moment où vous avez un espace mesurable, ça veut dire que vous allez pouvoir y mettre dessus une mesure. Donc on va donner la définition et des exemples de mesures. Et on va enchaîner sur un certain nombre de propriétés très simples sur les mesures, à savoir monotonie, sous-additivité et continuité. Enfin, nous terminons par les points essentiels du chapitre, donc un résumé très bref, et aussi un exercice type qui a été donné en examen il y a quelques années, et donc vous allez avoir une idée très précise de ce qui peut vous être demandé lors d'un examen. Très bien, continuons. On passe donc à la définition d'une tribu, et vous allez voir que c'est très simple, il y a 3 propriétés. Qu'est-ce que c'est qu'une tribu ? Il faut d'abord s'être donné un ensemble qu'on appelle oméga, qui n'a pas de propriété particulière. Sur cet ensemble oméga, on peut considérer l'ensemble de ses parties, donc l'ensemble des ensembles qu'on peut constituer à partir d'éléments de oméga. Parmi ces ensembles, donc on les réunit, on les met dans un ensemble d'ensembles qu'on appelle F, et on va regarder sur F 3 propriétés. Si ces 3 propriétés sont vérifiées, eh bien cet ensemble d'ensembles, F, va être appelé tribu. Quelles sont ces propriétés? Déjà, il faut que oméga appartienne à F. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que oméga appartient à F, effectivement? La deuxième chose, c'est que si vous avez un ensemble qui est dans F, est-ce que vous avez l'ensemble complémentaire qui est dans F? Donc c'est une propriété de stabilité par complémentation. Et enfin, la troisième propriété est une stabilité par intersection dénombrable. Donc on suppose que pour toute I appartenant à grand N, AI appartient à F. Est-ce que l'intersection des AI appartient aussi à F? Voilà, 3 propriétés à vérifier, et si ces 3 propriétés sont vérifiées, eh bien on dit qu'on est en présence d'une tribu. Alors, effectivement, il y a, grosso modo, 3 petites choses que je voudrais vous dire. C'est que la tribu la plus simple qui vérifie les 3 propriétés, c'est la tribu qu'on appelle tribu triviale, parce qu'elle est constituée vraiment du minimum possible, c'est-à-dire de l'ensemble qui est tout l'ensemble, oméga, comme ça la première propriété est automatiquement vérifiée, et de l'ensemble qui est l'ensemble vide. Effectivement, si vous prenez le complémentaire de oméga, vous obtenez l'ensemble vide. Donc si on veut que la propriété 2 soit vérifiée et que vous avez l'ensemble oméga, donc l'ensemble vide aussi appartient à F. Et puis, c'est tout. Si vous avez simplement oméga et l'ensemble vide, alors à la fois la première, la deuxième, mais aussi la troisième propriété est vérifiée. C'est-à-dire que si vous prenez des AI qui valent soit oméga, soit l'ensemble vide, et que vous regardez l'intersection des AI, ben l'intersection des AI, c'est un ensemble qui va être soit oméga, soit l'ensemble vide.
Donc il est bien stable par intersection dénombrable. Voilà. L'autre exemple, c'est la famille pour F, une famille constituée de 4 éléments, les éléments étant l'ensemble vide, un ensemble A, l'ensemble A complémentaire et l'ensemble oméga. Donc ça, c'est en fait une tribu qui est en fait la plus petite tribu contenant A. C'est-à-dire que toute autre tribu qui contient A contient au moins ces 4 éléments-là. Donc ça, la plus petite tribu possible, là, la plus petite tribu qui contient A, et puis la plus grosse tribu, ben, c'est simplement P de oméga, c'est toutes les parties. Effectivement, toutes les parties de oméga que vous pouvez constituer vont vérifier les 3 propriétés de la tribu. Vous avez dans la littérature, pour ceux qui ont étudié les tribus, d'autres propriétés équivalentes. Mais j'ai préféré en fait vous mettre ici les propriétés qui étaient les plus faciles à vérifier. Par exemple, des propriétés équivalentes, vous avez pu voir, pour ceux qui ont vu les tribus, que la première propriété, ce n'est pas l'ensemble oméga doit appartenir à F, mais ça peut être l'ensemble vide doit appartenir à F. L'ensemble vide, c'est un peu plus difficile à appréhender, parce que c'est l'ensemble qui est constitué d'aucun élément. Donc c'est un peu plus dur, voilà, c'est peut-être plus naturel, plus simple dans les exemples, de prendre simplement tout l'espace, vérifier si tout l'espace appartient à F. L'autre propriété équivalente, parfois vous avez une réunion dénombrable ici à vérifier en 3e propriété. L'intersection est souvent plus facile à caractériser. Pourquoi? Parce que c'est une intersection. Donc c'est quel que soit. C'est-à-dire quel que soit I appartenant à N, oméga appartient à I. D'accord? Donc un élément qui appartient à l'intersection, ça se caractérise par le fait qu'il doit vérifier condition 1, condition 2, condition 3, etc. Et donc ça, souvent, vérifier plusieurs conditions, c'est plus simple que de dire que ça va vérifier une de ces conditions. C'est-à-dire, il existe un I tel que oméga appartient à I. Donc ça, c'est un peu plus dur à exprimer, mais voilà, hein, c'est juste un choix. Très bien, continuons. Alors, donc j'avance un peu rapidement parce que je décompose en petites sous-parties. Alors, ce qu'on appelle oméga F, c'est donc un couple avec l'ensemble oméga et une famille d'ensemble F qui va vérifier les 3 propriétés de la tribu. Donc F est une tribu. Donc si vous avez oméga d'un côté et F qui est une tribu sur oméga, eh bien le couple est appelé espace mesurable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la stabilité, en fait, par complémentation et la stabilité par intersection dénombrable va donner aussi une stabilité, va impliquer une stabilité par différence d'ensemble, différence ensembliste. Donc c'est A moins B, comme ça s'écrit comme A inter B complémentaire, c'est aussi dans F. Et enfin, on a vu cette propriété de stabilité par intersection dénombrable. En fait, ça implique une stabilité par intersection finie. C'est-à-dire que ici, vous avez un I qui appartient à un grand N, eh bien vous pouvez vous arrêter. Si vous prenez simplement un I qui va de 1 jusqu'à grand N, ça reste aussi dans l'ensemble grand F. Pourquoi? Tout simplement, vous avez des AI qui sont de 1 jusqu'à grand N dans F, et on va poser AI pour I strictement supérieur à grand N. Donc vous avez A1 jusqu'à AN qui ont été construits, les ensembles qui ont été construits, nous sont donnés par l'énoncé, et puis à partir de grand N, c'est-à-dire à partir de grand N plus 1, A indice grand N plus 1, on dit que c'est oméga. A indice grand N plus 2, on dit que c'est oméga, etc. Donc du coup on se retrouve avec des AI qui vont avoir la bonne propriété d'être dans grand N, c'est-à-dire on a I qui est un indice appartenant à grand N, qui sont tous des éléments de F, et on va, par la 3e propriété de stabilité par intersection dénombrable, dire que l'intersection des AI, de 1 jusqu'à plus l'infini, va appartenir à grand F. Et puis cette intersection des AI, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est aussi l'intersection de 1 jusqu'à grand N des AI,
Et on n'a pas besoin d'aller plus loin parce que à partir de grand N plus 1, ben, AN plus 1, ça vaut tout l'ensemble. Donc ça ne change plus du tout sur l'intersection. Donc l'intersection de 1 jusqu'à l'infini, c'est pareil que l'intersection de 1 jusqu'à n. Parce qu'à partir de n plus 1, c'est exactement tout l'espace. C'est un ensemble très 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 grand. D'accord ? Donc ça ne va pas jouer sur l'intersection. Ok, donc on a fait la preuve du lemme, donc c'est très bien. On a la stabilité aussi par intersection finie. Et puis maintenant, on va regarder les réunions, qu'est-ce qui se passe? Un point qui n'appartient pas à la réunion des AI appartient à aucun des AI. Oula. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, si vous avez un élève qui n'appartient pas à la réunion des AI, qui n'appartient pas à la promotion 1, 2 et 3 de Télécom Sud Paris, promotion 1, c'est-à-dire les élèves en première année, 2 en deuxième année, 3 en troisième année, eh bien, si un élève n'appartient pas à Télécom Sud Paris, ça veut dire qu'il n'appartient pas ni à la promotion 1, ni à la promotion 2, ni à la promotion 3. C'est exactement ça. Un point qui n'appartient pas à la réunion des AI n'appartient à aucun des AI. Donc, d'un point de vue mathématique, donc autant ça c'est clair à comprendre, autant d'un point de vue mathématique c'est un peu plus... voilà, c'est juste une écriture. Hein. Être dans le complémentaire de l'union des AI veut dire exactement être dans l'intersection des complémentaires de AI. Bien. Une fois qu'on a ça, on a envie de passer le complémentaire de l'autre côté. Quand on passe le complémentaire de l'autre côté, effectivement on a une écriture de la réunion qui utilise des intersections du complémentaire, donc des choses en fait dont on sait qu'ils sont stables quand on est dans les tribus. Donc en fait c'est ça un petit peu l'idée, hein. C'est-à-dire qu'ici dans ce lemme on prouve que lorsque vous êtes en présence d'une tribu F et que vous avez des AI qui sont dans F, la réunion des AI appartient à F. Et comment est-ce qu'on fait ça? Là, j'avance un peu dans la preuve. C'est ici. Si les AI sont dans F, stabilité par complémentation, c'est-à-dire les AI complémentaires sont dans F, on peut prendre l'intersection, c'est toujours dans F. Et puis, une fois qu'on a pris l'intersection des AI complémentaires, on prend de nouveau le complémentaire, c'est toujours dans F. Et maintenant, cette quantité-là, c'est exactement celle-là. Donc ici, ça implique que l'union des AI appartient à F. Donc c'est gagné, on est content. Et de la même façon que jusqu'à présent on avait fait la preuve avec l'intersection finie, on peut faire aussi une preuve avec la réunion finie. Et cette fois-ci, il faudra poser non pas AN plus 1 est égal à tout oméga, mais AN plus 1 est égal à l'ensemble vide. Donc c'est ça, un petit peu. Il suffit de prendre AI est égal à l'ensemble vide pour I est égal à N plus 1, N plus 2, etc. Et on va avoir une réunion infinie des AI qui va s'écrire comme une réunion finie. D'accord ? Donc le fait que la réunion infinie appartienne à F, ça c'est ce qui était obtenu par le résultat précédent, nous donne que la réunion finie aussi appartient à F. Puisque grâce à ce cas particulier, enfin dans ce cas particulier, la réunion infinie et la réunion finie c'est exactement la même chose. Ok. Alors, donc là, c'est un commentaire sur la façon d'expliciter les tribus. Là, on a la tribu triviale, là, on a la plus petite tribu qui contient A, l'ensemble de toutes les parties. Les partitions, si vous prenez une partition d'oméga, alors les ensembles qu'on peut constituer en prenant une réunion quelconque d'éléments de cette partition, eh bien ça va constituer aussi une tribu. Mais à part ces 4 exemples, souvent il n'y a pas d'écriture explicite d'éléments d'une tribu. Ce ne sera pas très gênant, mais bon, il faut savoir ça, quoi. La tribu engendrée, par définition, c'est quoi? Imaginez vous avez une famille de parties, un ensemble d'ensembles, et que ça ne vérifie pas forcément les propriétés d'une tribu. Donc on a envie de l'inclure dans une tribu. On peut considérer une tribu
qui contient votre famille de parties. Eh bien, plutôt que de considérer une seule, on va considérer la plus petite, au sens de l'inclusion. C'est-à-dire que toute autre tribu qui contient C va contenir aussi cette plus petite tribu, c'est-à-dire qu'on l'appelle la tribu engendrée par C. Voilà. C'est-à-dire que, et on le note, sigma C. Donc sigma C, c'est une tribu. On a que C est inclus dans sigma C, et que toute autre tribu qui contient C va forcément contenir sigma C. Donc c'est la plus petite tribu au sens de l'inclusion. La plus petite tribu qui contient C. Donc la plupart des tribus vont être, qui nous intéresseront par la suite, vont être définies comme étant des tribus engendrées par un certain nombre d'ensembles. Donc par exemple, la plus petite tribu qui contient l'ensemble du vide, on peut montrer que c'est simplement oméga. La plus petite tribu qui contient A, d'accord, l'ensemble A, c'est A complémentaire oméga, d'accord. Pourquoi on va le faire, hein, juste rapidement là-dessus. C'est une tribu donc, qui contient oméga. C'est une tribu qui a la contrainte de contenir A, donc qui contient aussi A. Quand on a la stabilité par complémentation, ça va impliquer que si ça contient A, ça doit contenir aussi A complémentaire. Si ça contient oméga, ça doit aussi contenir oméga complémentaire, qui est donc l'ensemble vide. Donc il y a au moins ces 4 éléments-là, et puis après, on se rend compte que ces 4 éléments vont vérifier carrément les 3 propriétés de la tribu. Donc ça, c'est la plus petite tribu, en fait, qui contient A. Okay. Après, pour les partitions, on peut montrer que la tribu engendrée par les partitions, en fait, s'écrit exactement comme ça. Donc, la question qui va être importante, c'est si on a une famille de parties C, notre sigma C est la plus petite tribu contenant C, est-ce qu'à partir d'une partie de oméga, on peut dire qu'il appartient à sigma C? Il n'y a en fait pas de réponse définitive. C'est-à-dire qu'il y a une condition suffisante qui est d'écrire A comme réunion, intersection, complémentaire, signe moins ensembliste, d'accord? Intersection complémentaire, signe moins ensembliste d'éléments de C. Et si on peut écrire A sous cette forme-là, eh bien ça appartient à sigma de C. Mais sinon, quand je dis je prends un élément quelconque, un ensemble A qui est dans sigma de C, comment je vais pouvoir le caractériser? Ça, on ne sait pas très bien faire. Il y a une façon suffisante de le faire, une condition suffisante pour obtenir des éléments dans sigma de C, mais on ne peut pas, en prenant un élément quelconque de sigma de C, dire qu'il se représente sous forme de telle ou telle façon. D'accord? Très bien. Continuons. Donc, une propriété importante, c'est si vous voulez montrer que 2 familles de parties engendrent la même tribu, sigma de C est égal à sigma de D, eh bien il suffit de vérifier sigma de C est inclus dans sigma de D et D est inclus dans sigma de C. C'est-à-dire, il suffit de vérifier que tout élément de C s'écrit comme réunion, intersection, complémentaire, signe moins ensembliste d'éléments de D, et réciproquement. Parce que imaginez que vous ayez ça et ça, ça veut dire que sigma de C est inclus dans sigma de D. Et la plus petite tribu qui contient sigma de D, la plus petite tribu qui contient une tribu, c'est elle-même. D'accord? Donc, puisque sigma de D est déjà une tribu, la plus petite tribu qui contient sigma de D, c'est sigma de D. Voilà. Donc du coup, si vous avez le premier C est inclus dans sigma de D, ça implique que sigma de C est inclus dans sigma de D. Et puis là, réciproque est donné par la deuxième inclusion, donc sigma de C est égal à sigma de D. Donc la preuve est très simple. Là, vous avez une écriture un peu ensembliste, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite? Il y a une terminologie, c'est que si vous prenez la tribu qui est engendrée par les ouverts, on appelle ça la tribu borrélienne de RK. Il y a une façon de
un exercice qui est montré que l'attribut borélienne des RK, l'attribut engendré par les ouverts, est aussi l'attribut engendré par les fermés. Donc ça, je vais la passer parce que ça sera étudié en exercice dans les séances de TD. Donc on va passer cette preuve-là. OK. Et on va passer directement à la mesure. Donc on a défini ce que c'était qu'une tribu. On a vu une propriété importante qui est, on a vu ce que c'était qu'une tribu engendrée, et une propriété importante qui est quand vous voulez montrer que la tribu engendrée par C est pareil que la tribu engendrée par D, eh bien vous avez une façon très simple de le prouver qui est le lemme qu'on vient juste d'avoir. Donc maintenant la mesure, qu'est-ce que c'est ? Ça correspond à une notion intuitive. Donc là, je vais vous donner simplement des petites notions intuitives, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser d'un point de vue mathématique. Hein. On va pas être aussi... on va être beaucoup plus précis mathématiquement, donc on commence juste par de l'intuition. Donc une mesure, c'est une façon d'associer à un élément d'une tribu un nombre. Ce nombre peut être vu comme une sorte de taille, de surface, de volume, c'est ce qu'on... Voilà, ou en probabilité, ça peut être aussi ce nombre, ça peut être aussi un nombre compris entre 0 et 1 et qui correspond à la probabilité pour que un événement puisse se réaliser ou pas. D'accord ? Mais en général, le cas général de la mesure, c'est pas d'être compris entre 0 et 1. Souvent, on s'intéresse à des mesures positives, donc ça reste positif, mais on ne lui donne pas la contrainte d'être inférieur ou égal à 1. Et donc, ce n'est pas forcément des mesures de probabilité. D'accord ? Enfin, en tout cas, dans notre cours. Alors, maintenant, d'un point de vue plus mathématique, qu'est-ce que c'est qu'une mesure ? En fait, donc on a un espace mesurable, un espace oméga muni d'une tribu F, ronde, et une mesure, c'est une application qui a un élément de l'attribut associé à un élément de R+, union plus l'infini. Ça peut être plus l'infini, ça peut être R+, un élément de R+, mais pas autre chose. D'accord ? Et comme deuxième propriété, c'est la propriété dite de sigma additivité. D'accord ? Sigma additivité, c'est que la mesure d'une réunion, c'est la somme des mesures à condition que les AI inter AJ, que les ensembles soient 2 à 2 disjoints. Que pour I différent de J, AI inter AJ est égal à l'ensemble vide. Bon, c'est un peu intuitif, hein, ça se dit, quoi. Enfin, ça se comprend. Mettons que ce soit une mesure, par exemple, de comptage. Si vous avez à compter le nombre d'éléments que vous avez dans la réunion des AI, c'est la somme du nombre d'éléments que vous avez dans les AI, à condition qu'on n'ait pas compté plusieurs fois les mêmes personnes. D'accord ? Si vous avez des AI interagis qui ne sont pas égaux à l'ensemble vide, eh bien, la propriété ici n'est pas vérifiée. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir la propriété que AI inter AJ est égal à l'ensemble vide pour essayer de vérifier la sigma additivité. Voilà, ce qu'on appelle espace mesuré, en fait, c'est le triplet oméga, F ronde, qui est une tribu sur oméga, et nu, qui est donc une mesure associée à l'espace mesurable oméga F. Donc si nu de oméga vaut 1, ça devient une mesure de probabilité, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, une propriété qui est très simple, mais aussi instructive de regarder la preuve, c'est que quand on a une mesure, la mesure de l'ensemble vide est toujours nulle. Si la mesure n'est pas une mesure trop dégénérée. Alors, on va voir ce que ça veut dire qu'une mesure dégénérée, quoi. Donc, nu de A. A, c'est toujours A inter union l'ensemble vide. Vous rajoutez aucun élément. Et A inter l'ensemble vide, vous savez par ailleurs que ça vaut toujours l'ensemble vide. Il n'y a aucun élément qui est à la fois dans A et dans l'ensemble vide. Donc, du coup, vous avez la mesure de A union l'ensemble vide, c'est la somme des deux mesures par sigma additivité. Et lorsque vous prenez un nu de A qui est inférieur à l'infini, vous supprimez ça et vous obtenez que nu de l'ensemble vide est égal à 0. Ce qui veut dire pour vous que vous avez donc
un ensemble A pour lequel nu de A est inférieur à l'infini. Donc la mesure que j'ai dit dégénérée, c'est simplement une mesure qui donne l'infini tout le temps. C'est-à-dire si vous voulez que ça ne soit pas réalisé pour aucun ensemble A, pour pouvoir faire cette preuve, il nous suffit d'avoir l'existence d'un A qui vérifie ça. Donc maintenant, si vous avez une mesure telle que vous ne trouvez pas de A qui vérifie ça, c'est-à-dire que nu de A vaut tout le temps l'infini, ce qui est une mesure un peu dégénérée. Vous pouvez définir ça, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Donc des exemples, la mesure de comptage, bien sûr. Donc ça, c'est simplement le nombre d'éléments de A lorsque A est fini, ou l'infini lorsque A compte un nombre infini de termes. La mesure de Dirac, donc c'est simplement, ça vaut 1 ou 0, suivant que x appartient à A ou pas. Donc on se donne un x et on a une mesure de Dirac associée à x. D'accord ? Le peigne de Dirac, donc là c'est une combinaison linéaire de mesures de Dirac en xi. La combinaison linéaire est associée à des coefficients oméga i. Donc le peigne de Dirac, vous pouvez regarder ses cheveux pour savoir si c'est bien le peigne de Dirac. Après, qu'est-ce qu'on a? La mesure de Lebesgue. C'est lui, Lebesgue, hein. Ce monsieur-là. Et on admettra qu'en fait, il existe une mesure, qu'on appelle mesure de Lebesgue, telle que la mesure de tout segment, c'est la longueur du segment. Tout segment fini. Donc ça, c'est une propriété. Et en fait, si vous prenez un segment particulier qui est un segment de longueur nulle, donc un segment AA, si vous regardez le segment AA, c'est tout simplement le singleton A. Comme on a dit que pour la mesure de Lebesgue, on savait que la mesure d'un segment, c'est la longueur du segment, la longueur de ce segment-là, ça fait 0. Donc la mesure d'un singleton, ça fait 0 pour la mesure de Lebesgue. Et puis si vous voulez prouver que lambda de A, B, c'est B moins A, eh bien vous avez une petite preuve ici où on a pris AB comme étant la réunion de ces deux ensembles-là, sachant que l'intersection de ces deux ensembles est l'ensemble vide. Donc la mesure de la réunion par sigma additivité, c'est la somme des deux mesures. Comme on a dit que la mesure du singleton B, c'est 0, eh bien, et que ça vaut B moins A, puisque AB est un segment, et bien du coup on obtient que pour un ensemble qui n'est pas un segment, mais un intervalle fermé à gauche et ouvert à droite, la mesure est encore la longueur de cet intervalle. Ça c'est pour la mesure de Lebesgue, et en fait on peut généraliser à n'importe quel intervalle, qu'il soit fermé à gauche ou ouvert à gauche, fermé à droite ou ouvert à droite, avec des bornes finies ou infinies, c'est bon, vous avez toujours la longueur de l'intervalle. D'accord ? Maintenant, on a une petite propriété. Donc ça, c'est très simple, hein. On veut montrer que la mesure, lorsqu'on prend A et B, deux ensembles quelconques, la mesure de A plus la mesure de B, c'est la mesure de A inter B plus la mesure de A union B. Et pour faire ça, on essaye de se ramener à la sigma additivité. Donc on va considérer A, B, d'accord? Si vous considérez B, vous avez A ici, vous avez une partie, donc A est ici, là vous avez B, vous avez que B, ça va être constitué de A inter B, donc ça, et de B moins A, donc ça. Du coup, la mesure de B, c'est la mesure, comme les deux ensembles, A inter B et B moins A, sont 2 à 2 disjoints, la mesure de la réunion est la somme des mesures, donc vous avez ça, et vous n'avez plus qu'à rajouter nu de A, à gauche et à droite, et ici, rassembler ça. Donc là, vous avez B moins A qui est ici, et là, vous avez A qui est ici. Donc A et B moins A sont disjoints 2 à 2, donc par
comment dire, par sigma additivité, ça c'est simplement nu de A union B. Donc nu de A plus nu de B, c'est nu de A inter B plus nu de A union B. Donc on a bien démontré ça. Ok, donc là je vais passer simplement l'épreuve. Je vais simplement commenter ce qu'on a sans trop m'appesantir sur l'épreuve. Donc si A est inclus dans B, alors la mesure de A est inférieure à la mesure de B. Si on a des réunions de AI, où les AI, on ne sait rien sur eux, on ne sait pas qu'ils sont 2 à 2 disjoints, eh bien, on n'aura pas l'égalité, mais on aura simplement l'inégalité, c'est-à-dire que la mesure de la réunion est inférieure à la somme des mesures. D'accord ? Donc, pas d'égalité, mais une inégalité lorsque on n'a pas l'hypothèse que les AI sont 2 à 2 disjoints. Et puis, pour des emboîtés, lorsqu'on les emboîte de façon croissante, eh bien, la mesure de la réunion, c'est la limite des mesures de réunion finie. D'accord ? Comme ils sont emboîtés de façon croissante, donc ça c'est tout le temps vrai, sans aucune hypothèse, qu'ils soient emboîtés ou pas emboîtés, donc sans aucune hypothèse, donc on n'a pas besoin de cette hypothèse-là. On a toujours que la mesure de la réunion infinie, c'est la limite de la mesure des réunions finies. Maintenant, si on rajoute cette hypothèse-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je prends la réunion A1, union A2, union A3, etc., alors qu'ils sont emboîtés de façon croissante, tout ça, c'est simplement égal à AN. D'accord ? Donc, du coup, ça devient limite de nu de AN. Okay. Bon, pour les imbrications dans le sens contraire, c'est-à-dire au lieu de s'agrandir, d'être de plus en plus grand, on fait de plus en plus petit. A1 contient A2 qui contient A3, etc. Eh bien, si vous avez que la mesure de A1 est inférieure à l'infini, eh bien, vous avez de nouveau le même type de propriété. La mesure de la réunion infinie, c'est la limite des mesures de réunion finie. Et si vous avez l'imbrication dans ce sens-là, ça correspond à ça. Ok ? Donc ça, c'est l'épreuve. Vous pouvez les regarder dans le polish en transparent. Je pense que c'est moins important. On va terminer en fait. Donc là, il y a un petit exercice d'application, mais c'est pas très grave. On va terminer, on va regarder les points essentiels du chapitre, et puis on va terminer sur un petit exercice. Donc les points essentiels du chapitre, c'est qu'on a vu deux notions importantes, les tribus et les mesures. Donc ça, c'est deux notions très importantes. En général, les tribus, on ne peut pas les expliciter, mais on peut trouver certains éléments. Là, on va considérer souvent des tribus qui sont engendrées par un certain nombre d'ensembles de variables d'intérêt. Et on a des mesures discrètes, comme les mesures de Dirac, ou des mesures continues, comme les mesures de Lebesgue. On a vu trois propriétés fondamentales, la monotonie, la sous-additivité, c'est-à-dire la mesure de la réunion est inférieure à la somme des mesures, la continuité avec deux cas extrêmes, soit on essaye de regarder la mesure de la réunion infinie, c'est pareil que la limite de la mesure de réunion finie, et pour l'intersection, c'est le cas à partir du moment où vous avez une condition supplémentaire qui est la mesure du premier ensemble est inférieure à l'infini. Et puis, il faut savoir typiquement montrer que quelque chose est une tribu, montrer que deux tribus coïncident, montrer que quelque chose est une mesure, et puis connaître quelques propriétés fondamentales des tribus. Donc pour terminer, on va regarder un exercice, un type. Donc ça va être... Donc on va aller un peu plus loin. Donc là, je suis obligé d'avancer très très vite. Ça vous permet aussi de voir tout le cours en subliminal. Donc vous pouvez... C'est aussi une façon d'apprendre le cours sans effort. Ok, donc passons donc aux exercices. Là, on est à la conclusion et on termine sur un exercice. Donc ça va être très rapide. On a deux familles d'ensembles.
les ensembles qu'on peut écrire sous la forme K, K plus 2, donc des ensembles de taille qui sont des intervalles ouverts de taille 2, et tels que les bornes sont dans Z, d'accord? Donc des intervalles K, K plus 2. Et puis dans l'autre famille d'ensembles, G, on a des ensembles qui sont soit des singletons, soit des intervalles de la forme K, K plus 1. Il faut montrer que l'attribut engendré par l'un est pareil que l'attribut engendré par l'autre. Pour ça, on a deux étapes. On va prendre un élément quelconque de là-dedans et montrer qu'il est dans l'attribut engendré par G, et réciproquement. Donc on va s'intéresser au premier problème. On prend un élément quelconque de K, K plus 2, enfin de F. Donc il s'écrit K, K plus 2. Donc K, K plus 2, ça s'écrit comme quoi? Donc ça se voit hein, visuellement. Pardon. Donc visuellement, ça se voit de la façon suivante. Donc vous avez un intervalle K, K plus 2. Vous dites que c'est l'intervalle K, K plus 1, K, K plus 1, K plus 2. Le singleton K plus 1 et l'intervalle K plus 1, K plus 2. Donc là, c'est un élément de G, puisqu'il est sous cette forme-là. Ça, c'est un singleton, donc il est sous cette forme-là. Donc tous sont des éléments de G. S'ils sont dans G, ils sont aussi dans l'attribut engendré par G, puisque G est toujours inclus dans l'attribut engendré par G. Et maintenant, on a trois éléments d'une tribu, et on considère la réunion de ces trois éléments. À cause des propriétés de stabilité par l'attribut, c'est aussi dans l'attribut engendré par G. Et enfin, pour terminer, on a à faire le contraire. Donc on va prendre un élément de G et on va montrer qu'il est dans l'attribut engendré par F. Donc on commence par un élément de G qui est K, K plus 1. D'accord? K, K plus 1, on peut dire que c'est quoi? C'est K-1, K plus 1. C'est ici. C'est K-1, K plus 1. Inter K, K plus 2. C'est l'intersection de ces deux éléments qui sont dans F, en fait. Donc, en fait, c'est ça. Donc, ça, c'est l'écriture mathématique. K-1, K plus 1. Inter K, K plus 2, ça me donne K, K plus 1. Donc, comme ils sont dans l'attribut engendré par F, tous les deux, et que F est stable par intersection, donc ça appartient, enfin sigma de F, qui est une tribu, est stable par intersection, donc c'est gagné. Et maintenant, pour terminer, il ne nous reste plus qu'à prendre un élément qui va être plutôt un singleton, puisque des éléments de G, ils sont soit sous la forme K, K plus 1, soit sous la forme singleton. Et là, singleton, je peux dire quoi? Je peux utiliser des éléments dont on sait qu'ils sont dans sigma de F, et on sait que des éléments qui sont dans sigma de F, on a des intervalles de longueur 2, mais aussi, ce qu'on vient juste de démontrer, les intervalles de longueur 1. Et donc, on a ça. K, le singleton K, c'est ce qui appartient à l'intervalle de longueur de K-1, K plus 1, mais qui n'appartient pas aux intervalles de longueur 1, K-1K et K, K plus 1. D'accord? Donc, c'est un signe moins ensembliste. Et comme on n'a que des éléments qui sont dans l'attribut sigma de F, et que, comme tribu, comme toutes les tribus, on a une stabilité par signe moins ensembliste, eh bien, le singleton K appartient effectivement à sigma de F. Voilà, donc ce cours est terminé. On a terminé donc par un petit exercice rapide. Normalement, on enchaîne avec des TD où vous allez pouvoir un peu plus vous exprimer dans la résolution des exercices. Voilà, eh bien, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. Merci de votre attention.